Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter une correction de la dernière activité que vous avez réalisée en classe. Le but de cette activité était de comprendre comment les scientifiques ont fait pour classer les organismes vivants, la classification qu'on a faite dans la première partie du chapitre, savoir quels attributs choisir pour regrouper les espèces pour que ce soit scientifiquement correct. Pour cela, il fallait expliquer pourquoi les poissons ne forment plus un groupe scientifiquement correct, pourquoi le groupe des poissons a disparu dans la classification actuelle. Dans le premier document, on observe deux espèces, le merlu et le grand requin blanc, qui ont été classés, qui ont été rangés par Linné, un scientifique du XVIIIe siècle, dans un groupe qu'il a appelé poissons. Mais actuellement, dans la nouvelle classification qu'on appelle la classification phylogénétique qui date du XXe siècle, réalisée par Lecointre et Le Guyadier, qui sont deux scientifiques du Muséum national d'histoire naturelle de Paris, on remarque que le merlu et le grand requin blanc sont situés maintenant dans deux groupes différents. En effet, le merlu possède donc ici, d'après la classification, possède un squelette osseux, alors que le grand requin blanc possède un squelette cartilagineux. Tous deux sont des vertébrés, puisqu'ils sont rangés dans le même groupe, c'est-à-dire qu'ils possèdent tous les deux le même attribut, squelette interne. Dans le document Origine des ressemblances entre les organismes vivants actuels, le scientifique Guillaume Lecointre nous dit que les ressemblances entre ces espèces ne sont pas dues au hasard, mais que si ces espèces partagent un même attribut, c'est qu'ils ont une origine lointaine commune. Ça veut dire qu'elles partagent quelque chose qu'on appelle un ancêtre commun. Ça veut dire que cet ancêtre commun, c'est une espèce qui possédait cet attribut et qui l'a transmis aux générations suivantes. Il nous dit que cet attribut traduit en fait ce qu'on appelle un lien de parenté entre les espèces qui possèdent cet attribut. Par exemple, ici, il prend l'exemple de l'être humain et du chat qui possèdent tous les deux un squelette interne. Ça veut dire qu'on a un lien de parenté, nous les êtres humains, avec le chat, et ce lien de parenté, c'est le squelette interne. Nous sommes tous les deux des vertébrés. Prenons un autre exemple. Ici très simplifié, dans le document donc une parenté entre les espèces au sein d'un groupe, on a pris le groupe des vertébrés et on a pris trois espèces, le renard, la chauve-souris, la tourterelle. On constate que la chauve-souris peut être regroupée avec le renard et non avec la tourterelle dans le groupe des oiseaux. La chauve-souris, si on regarde bien, c'est un vertébré mammifère et non pas un vertébré oiseau. La chauve-souris partage avec le renard le squelette interne, c'est un vertébré, et des poils et mamelles puisque c'est un mammifère, alors qu'elle ne partage avec la tourterelle que le squelette interne. Ça veut dire qu'elle partage plus d'attributs avec le renard qu'avec la tourterelle. Ce qui veut dire que la chauve-souris est alors plus proche parent du renard que de la tourterelle. Et on constate donc que ce n'est pas parce que deux espèces vont posséder des ailes qu'elles peuvent être regroupées ensemble. Effectivement, la tourterelle et la chauve-souris possèdent des ailes, mais ce n'est pas un attribut qui traduit un lien de parenté. On peut prendre un autre exemple avec le rouge-gorge ici et la drosophile qui est une petite mouche. Tous les deux possèdent des ailes, mais si on regarde bien la constitution des ailes, elles ne sont pas faites de la même façon. Revenons maintenant au cas donc, du groupe des poissons. On comprend donc que si le merlu et le grand requin blanc ne sont plus dans un même groupe qu'on appelle poisson, c'est parce qu'en fait on utilise les attributs qui traduisent des liens de parenté. En effet, le merlu possède un squelette osseux et un squelette interne, alors que le grand requin blanc possède un squelette cartilagineux et interne. Donc d'un point de vue parenté, lien de parenté, on remarque que le merlu sera alors plus proche de l'être humain, du chat et du lapin que du grand requin blanc, puisqu'il va posséder en commun avec ces trois espèces, il va posséder donc deux attributs en commun, alors qu'il n'en possède plus qu'un avec le grand requin blanc, qui est donc le squelette interne. Cette classification, elle peut se traduire sous forme d'un arbre de parenté. Donc c'est comme un arbre généalogique, on nous a dit qu'il y avait une descendance, etc., que les caractères pouvaient être transmis de génération en génération. On peut dessiner ici les branches d'un arbre qui va traduire les relations de parenté entre les différentes espèces. Chaque branche de mon arbre va représenter une espèce. Donc une branche pour l'être humain, une branche pour le lapin, une branche pour le chat, une branche pour le merlu, une branche pour le grand requin blanc. Et on voit que au niveau de l'intersection de chaque branche, ici, je vais avoir ce qu'on appelle un nœud. En fait, ce nœud correspond à ce qu'on appelle l'ancêtre commun. Donc ici, on montre bien qu'il existe un ancêtre commun
au grand requin blanc, au merlu, au chat, au lapin et à l'être humain. Donc on voit que on ne peut plus faire apparaître le merlu et le grand requin blanc dans une seule et même boîte, puisque ils ne possèdent pas les mêmes attributs. Donc on peut représenter, alors nous on a travaillé avec quelques espèces, hein, pas beaucoup. Si on devait représenter ça pour toutes les espèces à la surface de la Terre, ça prendrait non plus la forme d'un arbre, mais d'un buisson. Et donc ce buisson serait divisé en différents règnes pour replacer toutes les espèces. Au bout des branches, ici, on a les espèces actuelles. Les branches qui s'arrêtent en plein milieu, ce sont des espèces qui ont disparu. Et on retrouve au centre de ce buisson l'ancêtre commun à toutes les espèces actuelles. Et on nous dit que cet ancêtre aurait vécu il y a 3,5 milliards d'années. Maintenant, vous comprenez pourquoi les scientifiques ont choisi tel ou tel attribut pour faire la classification, puisque chaque attribut traduit un lien de parenté entre les espèces.